Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Révélation et Aventure. Aujourd'hui, on va se plonger dans le troisième épisode consacré au papyrus de Merer, issu du travail de Pierre Tallet et de ses équipes. Dans cet épisode, on va une fois de plus consacrer du temps au contenu qui a été publié. Donc il ne s'agit pas de mon avis, c'est simplement moi qui vais vous lire et vous animer en images le contenu des documents officiels entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas du tout d'une publication scientifique, on est sur de l'auto-édition, et on va voir donc comment est-ce que ça avance par rapport aux deux premiers épisodes que vous avez peut-être déjà vus. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo, car je vais vous y remettre les liens. La première vidéo, c'était consacré à la traduction du contenu des papyrus, et la deuxième vidéo, elle était consacrée, elle, aux techniques de transport des pierres avec les bateaux. Dans ce troisième épisode, ça va être de manière un petit peu plus générale sur le, l'agencement de la région, ainsi que les carrières de calcaire qui ont été utilisées, et voir quels sont les recoupements d'informations qu'on peut faire pour essayer de trouver des indices qui pourraient déterminer où se situer les endroits qui sont mentionnés dans ces papyrus. Donc, sans plus attendre, on va se plonger là-dedans, et moi je vous retrouve juste après la vidéo pour un mini débrief et vous annoncer ce qui va arriver dans les prochaines vidéos consacrées au papyrus du Merer. Allez, c'est parti! Malgré l'aspect très standardisé de ce texte, nous pouvons obtenir quelques indices visuels concernant le site de Gizeh. Le premier indice est la possibilité d'accéder directement au plateau à partir de Toura par voie fluviale grâce à une série de développements à grande échelle tels qu'ils ont pu être révélés dans les dernières années par Mark Lehner. C'est ainsi que le temple de la vallée du roi était probablement ouvert sur un immense lac artificiel dont on peut encore lire la trace dans la topographie actuelle de la région, et qui pourrait notamment expliquer l'utilisation de la terminologie récurrente dans ces journaux de bord, Chez Khufu, autrement dit la piscine de Khéops. Le terme est parfois explicitement développé dans Chez Achet Khufu, comprenez la piscine de l'horizon de Khéops, ou Roche Khufu, l'entrée de la piscine de Khéops. Roche Khufu est régulièrement utilisé comme point de départ pour les équipes en provenance de Toura Nord. C'est aussi un centre administratif sous le contrôle direct du demi-frère de Khéops, Anraf, qui était alors vizir et responsable de toutes les œuvres du roi, et donc du site de construction de la pyramide. En voyageant, les équipes choisissaient de s'y arrêter et y passaient généralement une nuit à l'aller et une nuit au retour. Les nuits passées dans le complexe du roi lui-même, lieu appelé Achet Khufu, était quant à elle beaucoup plus rare. Il pourrait être tentant de reconnaître cela comme Heit El Gourab, le site portuaire qui a été fouillé ces dernières années par la mission de Mark Lehner, car ce site semble avoir été équipé de structures résidentielles pour les équipes travaillant sur le chantier de construction de la pyramide. Une telle identification pose cependant certains problèmes, le plus grand de ces problèmes étant la proximité de Heit El Gourab avec Gizeh. Le journal de bord indique clairement que l'on part de Roche Khufu en direction d'Achet Khufu lors d'une deuxième journée de navigation, et que l'aller-retour entre les deux points se fait le plus souvent en une journée. Étant donné que le lourd travail de déchargement des blocs, rarement mentionné dans les papyrus, est inclus dans ce laps de temps, les deux points ne sont pas nécessairement très éloignés. Cependant, si nous identifions, comme Mark Lehner l'a fait, l'endroit le plus logique pour décharger les blocs comme étant là où se trouvent actuellement les temples de Khéphren et du Sphinx, prêt pour le transfert futur sur le site de construction de la pyramide, alors Roche est nécessairement distinct de Heit El Gourab. Ce dernier est cependant probablement inclus dans la désignation générale d'Achet Khufu, la destination finale de la cargaison des bateaux. Un autre toponyme pourrait correspondre plus exactement à ce site. En effet, le papier contient plusieurs mentions d'une localité nommée Ankh Khufu, comprenez longue vie à Khéops, qualifiée par le signe d'une ville qui semble être proche du complexe funéraire, voire faire partie de celui-ci.
La désignation d'une installation liée à la construction du monument funéraire du roi est réelle, mais la faible quantité des fragments où ce nom apparaît ne permettra malheureusement pas une identification formelle. Une information importante concernant la nécropole de Gizeh est fournie par le texte dans la mention des chapelles d'Achet Roufou. Cet endroit, où les équipes pouvaient occasionnellement s'amarrer pour passer la nuit, pourrait être une description visuelle de la partie basse du temple royal, un alignement de chapelles dont il ne reste rien aujourd'hui. De manière plus générale, ces documents nous parlent de l'ensemble de la région de Memphis, à une période très ancienne de son histoire. C'est une zone stratégique pour l'État égyptien qui y a maintenu sa capitale administrative juste en bas de l'ancienne nécropole de Saqqara. Certaines reconstitutions de l'ancien cours de la rivière peuvent expliquer ce choix par la scission du cours unique du Nil, précisément à ce point, se divisant en deux branches beaucoup plus au sud qu'aujourd'hui. L'affluent ouest, bien plus à l'ouest qu'aujourd'hui, suit plus ou moins la ligne de l'actuel Bahr el-Libaini, un peu plus d'1 kilomètre à l'est du plateau de Gizeh. Les carnets de Merer ne fournissent pas de confirmation de ce phénomène géologique, mais ils présentent cependant une image assez nouvelle de la zone entre Toura et Gizeh, à savoir une zone marquée par de grands développements hydrauliques, entretenus par l'État et dont les points opposés sur le cours principal de la rivière n'étaient directement accessibles que par voie fluviale. Nous avons vu plus tôt comment l'arrivée à Rocher Roufou, entrée ou accès à la piscine de Khéops, devait probablement faire partie de l'une des ouvertures du lac artificiel creusé au pied de la nécropole de Gizeh, et ce dans un rayon de 10 km maximum du complexe funéraire de Khéops. Étant donné que ce lieu n'est qu'une étape pour les bateaux venant des carrières les plus septentrionales, celle de Toura Nord, on pourrait imaginer une entrée de l'ensemble située relativement plus à l'est de ce grand bassin, se trouvant au pied du plateau de Gizeh. Selon les informations fournies par le papyrus A, nous avons affaire à un point stratégique qui, lors des crues, permettait le contrôle du système hydraulique permettant l'accès au complexe de Gizeh par la levée de barrages installée à l'entrée du canal. Les récentes et méticuleuses reconstitutions par Mark Lehner de l'ensemble de ces installations hydrauliques, réalisées grâce à l'exploitation de données archéologiques de 72 carottes extraites dans ce secteur à la fin des années 80, nous permettent d'avoir une idée relativement précise de tout ceci. En particulier, les reconstitutions révèlent l'existence de deux élévations topographiques perceptibles, à présent occupées par les villages de Nazlet el-Sisi et Nazlet el-Batran, parallèles aux deux rives d'une avenue asséchée qui pourrait correspondre au point d'entrée de l'installation d'origine. Identifier ce site avec Rocher Roufou pourrait être d'autant plus tentant que les anciennes céramiques trouvées sur le site de Nazlet el-Sisi pourraient être la preuve de la présence de vie sédentaire dans cette zone. De manière générale, l'ensemble du document nous amène à voir un environnement naturel complexe, mais parfaitement maîtrisé par les marins qui l'utilisaient. Le terme technique « chet », jusqu'alors inconnu mais qui désigne très probablement une particularité de la piscine de Khéops, souligne l'existence d'un vocabulaire technique précis utilisé pour nommer des réalités géographiques définies, malgré le fait que certains des toponymes rencontrés dans ces papyrus restent difficiles à comprendre et nous tenterons, hypothétiquement bien sûr, d'en placer au moins un bon nombre d'entre eux sur une carte de la région de Gizeh. L'une des originalités du papyrus B, que l'on a pu noter à plusieurs reprises, est qu'il désigne deux secteurs d'activité bien distincts auxquels semblent être envoyées les équipes à pair tous les 10 jours. Il s'agit de Toura Nord et Toura Sud. Nous avons déjà vu précédemment que l'itinéraire des bateaux chargés de pierres pour atteindre Gizeh diffère selon le point de départ. Transiter par Cheikh Roufou en venant de Toura Sud et plus particulièrement par Rocher Roufou en venant de Toura Nord. Cette nomenclature est d'autant plus logique que les Égyptiens utilisaient simultanément plusieurs carrières à l'est du Nil pour extraire ces pierres blanches de Toura, utilisées entre autres pour le revêtement extérieur des pyramides. D'après une carte réalisée par R&D Clem, alors là moi je précise que R&D Clem, ça veut dire Rosemary et Dietrich, je ne sais pas pourquoi Pierre Tallet n'a pas donné leur prénom. Donc d'après une carte réalisée par Rosemary et Dietrich Clem, en référence à leur travail sur les carrières d'Égypte, la zone exploitée s'étendait en réalité sur une distance de près de 7 km sur une ligne reliant les emplacements modernes de Toura et de Massara. Une cinquantaine de sites d'extraction distincts ont été recensés,
et une cinquantaine de sites d'extraction distincts ont été répertoriés dans les galeries taillées dans le plateau calcaire. Cette zone a été intensément exploitée pour son calcaire de haute qualité pendant la majeure partie de l'Ancien Empire, de la 4e à la 6e dynastie. Un examen archéologique détaillé de cet ensemble, qui serait sans doute d'un grand intérêt, est malheureusement impossible en raison de la situation militaire de la zone, les anciennes galeries étant souvent utilisées aujourd'hui par l'armée pour stocker des équipements. Une lecture attentive du terrain a également été rendue difficile par la réutilisation régulière de cet ensemble tout au long de la période pharaonique. Cependant, à l'époque de Khéops, la situation était probablement beaucoup moins confuse. Son prédécesseur, Snéfrou, semble avoir été le premier à extraire le calcaire de cette région quand, au milieu de son règne, il lança la construction de la pyramide rhomboïdale à Dachour. En effet, d'après les analyses pétrographiques récemment menées, les premières pyramides, celles de Djoser et Seremchet à Saqqara, ainsi que celles de Meidoum du début du règne de Snéfrou, étaient revêtues d'un calcaire qui semblait venir du même endroit tout en étant très différent de celui de Toura. Il peut provenir de la région de Meidoum ou, plus généralement, du désert oriental. D'autre part, des analyses d'échantillons de Dachour montrent clairement que la principale source du revêtement de la pyramide rhomboïdale, la première à être construite sur ce site, est en effet un calcaire de la région de Massara, un site pour lequel nous ne connaissons aucun toponyme ancien. Les résultats semblent être les mêmes pour le revêtement de la pyramide rouge, qui a été construite à la fin du règne de Snéfrou. Les analyses des quelques éléments qui restent du parement de la pyramide de Khéops semblent indiquer Toura comme la zone la plus probablement extraite. À ce stade, les papyrus de Wadi el-Jafr pourraient aider à apporter une certaine précision, au moins pour la toute fin du règne de Khéops. L'identification des deux sites distincts d'extraction du calcaire, suffisamment éloignés pour nécessiter un changement d'itinéraire pour atteindre Gizeh, correspondrait bien au fonctionnement parallèle des carrières de Massara, Toura Sud, et de Toura Nord qui, d'après les analyses pétrographiques, semblaient toutes les deux avoir été actives à l'époque de Khéops. Aujourd'hui, la topographie de Toura, au pied de la zone de carrière, semble suggérer la présence d'un ancien bassin qui aurait permis le chargement de blocs sur des bateaux, mais, afin d'éviter une manipulation longue et fastidieuse, il aurait été logique de créer ces installations de concert avec chaque nouvelle carrière ouverte par les pharaons de l'Ancien Empire. Ainsi, sous le règne de Khéops, les deux sources de pierre nécessitaient en conséquence une duplication des structures portuaires associées. Une autre source possible pour les blocs de revêtement des pyramides pourrait être les carrières de Mokattam, un peu plus au nord du Caire moderne. La formation géologique de ce calcaire est en effet très proche de celle que l'on trouve dans la région de Toura ou Massara, et les galeries d'extraction y sont très similaires. Le toponyme Toura Nord, qui apparaît dans le papyrus B, ne peut être identifié avec cette zone à cause du libellé même du document. En effet, lorsque les ouvriers de Merer se dirigent vers le complexe de Gizeh à partir de ce point, il est clair qu'ils naviguent en aval, tandis que Mokattam se situe plus au nord que la pyramide de Khéops. Il est probable que les carrières qui fournissaient ces blocs de calcaire blanc étaient spécifiques à chaque règne, et le fait qu'une étude détaillée de la zone Toura-Massara soit impossible signifie que nous ne pouvons pas être plus précis dans la localisation des toponymes donnés dans les papyrus. Mais au-delà des analyses pétrographiques, une exploration systématique de cette zone pourrait cependant apporter quelques surprises. À Toura, en 1942, un bloc a été découvert encore assis sur un traîneau de bois et portant une marque d'inspection. Il est regrettable que ni les dimensions du bloc ni le texte n'aient été enregistrés, car ce type d'information aurait aidé à identifier des règnes et des équipes impliquées dans le travail de ces dernières. En attendant, on peut simplement proposer l'identification des toponymes Toura Nord et Toura Sud, qui apparaissent dans le papyrus B, comme étant deux points d'extraction distants de plusieurs kilomètres autour de la zone Toura-Massara. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous êtes maintenant capable de comprendre un petit peu mieux ce dont il s'agit lorsqu'on parle de manière générale des papyrus de Merer, des papyrus de la mer Rouge. Donc vous avez vu ce qu'on en dit. Dans le prochain épisode, il y en aura encore un 4e épisode de préparation. Ce sera un épisode très court consacré à la conclusion qui est tirée en bas de cette... En fait, c'est une conclusion de 11 pages. Au pied de laquelle il y a une autre petite conclusion, et c'est sur cette conclusion finale qu'on consacrera la prochaine vidéo. Et à la rentrée, je vais vous préparer une très grosse vidéo, vraiment du lourd, qui va venir compiler tout ce qu'on a déjà abordé dans ces 4 premiers épisodes, donc les 2 précédents, celui-ci
et le prochain qui sortira début du mois de juillet, je pense. On va voir où se situe le fossé entre le travail de Pierre Talley et de ses équipes et de cette publication officielle, entre guillemets officielle, parce que c'est pas une publication scientifique, c'est de l'auto-édition, et ce qu'on a pu en dire dans les médias, et ce que l'égyptologie aujourd'hui en tire comme conclusion générale. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un sujet absolument palpitant. Et pour ce faire, je vais me prendre tout l'été, non seulement pour potasser donc le contenu de ces vidéos, mais je me suis aussi procuré ce document, ce livre de 176 pages auto-édité par l'Institut, c'est l'Institut d'archéologie orientale du Caire. Et donc je vais lire les 176 pages pour vraiment avoir toutes les infos à portée de main, pour vraiment coupler les conclusions qui sont tirées et la réalité du contenu. Et vous verrez qu'on est très loin de ce qu'on en dit réellement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, des petits pouces, des commentaires, n'hésitez pas à partager. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro qui, j'en suis sûr, vous plaira. Allez, portez-vous bien, gardez la passion et à très bientôt. Ciao ciao.